Bonsoir à tous. Bienvenue à ce rendez-vous nature, à ce cycle de conférences organisé par Nature en Occitanie. Moi, c'est Ghislain Rioux, je suis salarié à Nature en Occitanie. Je travaille sur des sujets ornithologiques, donc les oiseaux, et entomologiques, l'étude des insectes. Ce soir, on va vous faire une présentation à deux voix avec mon collègue Mathieu Bergès. Nous allons vous présenter notamment le suivi des hérons nicheurs sur les départements de Haute-Garonne et des Hautes-Pyrénées qui se sont déroulés lors d'une enquête sur ces 2 dernières années, en 2020 et 2021. On souhaitait intégrer aussi le département du Tarn-et-Garonne dans cette enquête, mais pour l'instant, on n'a pas pu compiler suffisamment d'informations. Ça viendra dans un second temps. Si tu peux passer la diapo, Mathieu, s'il te plaît. Alors, une présentation assez rapide de notre association. Pour certains, vous ne connaissez peut-être pas Nature en Occitanie. Donc, Nature en Occitanie, on est une association régionale qui compte aujourd'hui à peu près 1000 adhérents. Depuis 2 ans, on a dépassé les 1000. On est surtout implanté dans l'ouest de l'Occitanie, ce qui correspond à l'ancienne région de Midi-Pyrénées. Donc, nos missions sont assez variées. On a notamment une mission qui est relative à la gestion d'espaces naturels. On est par exemple gestionnaire de 2 réserves naturelles en Haute-Garonne. La seconde de nos missions, c'est lié à la sensibilisation. On fait beaucoup de formations et d'animation vis-à-vis d'un public assez varié, que ce soit du grand public, mais aussi des formations vis-à-vis de professionnels. Chaque année, nous proposons des séjours naturalistes. Il y a un séjour sur le thème ornitho, un séjour sur le thème herpéto, un séjour sur le thème botanique, et un séjour sur le thème papillon depuis 2 ans. Notre quatrième et dernière mission, la troisième mission de l'association, c'est d'alerter, notamment de faire tout ce qu'on appelle la veille écologique. C'est tout simplement faire en sorte que les lois de protection de la nature soient bien respectées, notamment dans l'aménagement du territoire. Et la dernière de nos missions, elle est liée à la connaissance, notamment la connaissance des espèces, où les espèces se répartissent, quelles sont les dynamiques de ces espèces, leurs tendances, etc. Donc, c'est un petit peu dans ce cadre, dans ce dernier cadre, que s'est déroulée cette enquête sur les hérons nicheurs. C'est dans ce cadre de connaissance. Suivante. Alors, vous vous posez peut-être la question, comment m'impliquer dans la vie de l'association de Nature en Occitanie. La première des choses, c'est tout simplement d'être adhérent. Quelque chose d'assez simple, mais qui est quand même vraiment important pour nous, pour marquer votre soutien à l'association. Vous pouvez également rejoindre l'un de nos groupes naturalistes. Nous avons 6 groupes principaux à l'association. C'est des bénévoles qui se réunissent et discutent de leur sujet. Donc, il y a un groupe botanique, un groupe lichen, un groupe odonate, un groupe herpétologique, un groupe ornitho, et le 6e, c'est le groupe mammifère. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de ces groupes si vous avez d'ores et déjà des espèces que vous appréciez plus que d'autres. N'hésitez pas également à contribuer à vos observations en saisissant sur notre base de données, Géonat Occitanie.
Donc, nous avons 6 groupes bénévoles, mais nous avons également donc, 2 antennes locales, une antenne dans le Gers, à Auch, et une antenne à Bagnères de Bigorre dans les Hautes-Pyrénées, avec des groupes locaux qui sont assez actifs, notamment pour les Hautes-Pyrénées. Voilà. Donc maintenant, déjà bonsoir à tous. Donc, comme dit Ghislain, c'est Mathieu Bergès, donc salarié également à Nature en Occitanie sur des missions aussi ornithologiques et aussi entomologiques. Donc là, on va rentrer plus dans le sujet des ardéidés. Donc, je vais vous présenter de manière générale les ardéidés en France. Donc, pour savoir, les ardéidés, généralement, c'est des espèces qui ont un long cou, plutôt tenus en S, comme on peut le voir là sur les silhouettes, que ce soit en vol ou même au repos sur le sol. Plutôt un bec plus ou moins long en poignard, de longues pattes et une silhouette souvent verticale. Donc en France, il faut savoir qu'on a 9 espèces, donc de taille, de couleur, de formes assez différentes quand même. Donc le blongios nain, le héron garde-bœuf, héron pourpré, biorot gris, héron cendré, le butor étoilé, la grande aigrette, l'aigrette garzette et le crabier chevelu. Donc ces espèces, elles sont assez variables et elles nichent aussi sur des strates assez différentes. Donc on sépare ça en 3 zones. Donc le héron cendré, il préfère nicher sur les zones plutôt arborées. Le biorot gris, l'aigrette garzette, le héron garde-bœuf, pardon, et le crabier chevelu, on les retrouve plus leur nid sur des zones plutôt arbustives. Quant au héron pourpré, grande aigrette, blongios nain et butor étoilé, c'est plutôt dans les roselières. Leur régime alimentaire principal, c'est la pêche, le poisson, comme on peut le voir là, plusieurs photos de pêcheurs, d'aigrette garzette, héron pourpré. Mais les ardéidés ont également un régime alimentaire assez varié, peuvent se nourrir de reptiles, d'amphibiens, de jeunes oiseaux, oisillons égarés, de mammifères plus ou moins gros, de crustacés et également d'insectes. On voit souvent les hérons garde-bœuf tourner autour des vaches dans les prés, se nourrir d'insectes. Alors, en Haute-Garonne et dans les Hautes-Pyrénées, il faut savoir qu'il y a 5 espèces nicheuses. Donc, le héron garde-bœuf, l'aigrette garzette, le héron cendré, le biorot gris et le héron pourpré. Donc, les autres espèces, elles sont à rechercher, nicheuses. Il n'y a pas de preuve de nidification récente de ces espèces. Donc, surtout les espèces à rechercher, crabier chevelu, blongios nain et grande aigrette, où on peut les observer pendant la période de reproduction, printemps, été, mais il n'y en a aucune preuve de reproduction certaine pour ces espèces. Maintenant, si on zoome sur les espèces, donc le héron cendré, plutôt une silhouette assez allongée, plutôt gris dans l'ensemble, avec une calotte blanche et noire et un long bec. Si on compare cet adulte en plumage nuptial aux jeunes, excusez-moi, et ben on voit que les jeunes sont un peu plus, comment dire, un peu plus ternes, avec une calotte plutôt grise. Et le héron cendré, comme vous avez déjà tous dû l'apercevoir au moins une fois, on le retrouve partout en France. Il est présent partout. Et il niche en colonies plutôt monospécifiques et plurispécifiques, donc en strates arborées, comme je l'ai dit. Et maintenant, si on passe au héron pourpré, on voit bien la différence. Donc, c'est un héron un peu plus petit que l'héron cendré. Il est plutôt brun, un peu grisâtre, mais plutôt brun, assez sombre, surtout sur le dessous. Le jeune, lui, est plus terne également, et on voit bien sur le plumage du dessus qu'il est un peu moucheté, quelques plumes un peu différentes couleurs. Au niveau de sa répartition géographique, on le voit beaucoup moins, beaucoup plus discret que le héron cendré. Il faut savoir qu'il est migrateur, donc on le retrouve d'avril à octobre en France. On voit bien que son aire en France est plutôt au niveau du pourtour méditerranéen, façade atlantique, vallée du Rhône, et aussi au niveau de la vallée de la Garonne, et en Brenne,
il y a une belle population nicheuse à ce niveau-là. Donc, cette espèce-là est aussi protégée, à surveiller. Elle est en danger critique d'extinction en Occitanie, enfin dans la région, et inscrite à directive oiseaux. Ensuite, l'aigrette garzette, donc elle est plutôt blanche, plumage assez clair, blanc. On la reconnaît bien aussi avec ses pieds jaunes, les longues pattes noires et les pieds jaunes. Et les jeunes, eux, contrairement aux adultes qui ont un bec plutôt sombre noir, ont un bec plutôt orange. En France, on la retrouve bien sur toute la façade atlantique, pourtour méditerranéen, dans les vallées des grands fleuves, donc du Rhône, Garonne, de la Loire, et aussi quasi menacée régionalement. Elle niche en colonies plurispécifiques et principalement en zone arbustive, et également, comme le héron pourpré, inscrite à la directive oiseaux Natura 2000. Le héron garde-bœuf, bien plus petit que ses congénères, et plutôt blanc, pâle aussi, mais en plumage nuptial, on voit bien la calotte rousse et la poitrine rousse également. Et le jeune, lui, on le voit bien dans le nid, voilà, avec son bec assez sombre qui jaunit assez rapidement quand il grandit. Au niveau de sa répartition, encore bien présent en façade atlantique et pourtour méditerranéen et vallée du Rhône, comme beaucoup d'autres ardéidés. Et lui, contrairement aux autres, il se nourrit principalement d'insectes, donc comme je l'ai dit plus tôt, dans les prés, autour des vaches. Le dernier, à vous présenter, nicheur en Haute-Garonne et dans les Hautes-Pyrénées, le bihoreau gris. Lui, il est plus ramassé que les autres ardéidés. On voit bien son dos sombre, gris après sur les ailes et plutôt clair sur le dessous. Le jeune, lui, est plutôt brun, marron et assez moucheté. Au niveau de sa répartition, on voit bien également encore au niveau des grands fleuves, pourtour méditerranéen, il est inscrit en danger d'extinction au niveau régional et sur la directive oiseaux. Maintenant, Ghislain va vous parler plutôt du recensement et des comptages liés au héron. Alors, je vois qu'il y a une première question qui est relative au fonctionnement de l'informatique. Pour moi, c'est assez fluide, donc je pense que c'est ta connexion Nadège qui n'est pas très bonne. J'espère que c'est le cas que pour Nadège. Voilà. Désolé. Donc, je prends la suite de Mathieu. Donc, moi, je vais vous parler maintenant du cadre un peu global. Donc, cette enquête sur les hérons, elle s'inscrit sur une enquête vraiment plus globale à l'échelle de la France. C'est le 11e recensement national des hérons nicheurs de France. Si on fait un peu d'historique, donc le premier de ces recensements, il a eu lieu dans les années 60, voilà, entre 1962 et 1968. À partir de cette période, en gros, le recensement a été réalisé à peu près tous les 6 ou 7 ans au niveau national. Le dernier recensement date de 2014 et pour ce qui est des départements de l'ex-Midi-Pyrénées, il y a eu une assez mauvaise participation en 2014, donc il y a eu assez peu d'informations qui remontaient des départements vers le niveau national. Le coordinateur national qui pilote toute cette enquête à l'échelle du pays, donc c'est Loïc Marion, qui est rattaché à la faculté de Rennes. Et donc, Nature en Occitanie réalise la coordination pour les départements des Hautes-Garonne et des Hautes-Pyrénées principalement. En février 2021, nous avons organisé donc une visio dans le cadre du groupe ornithologique de l'association. Et on a fait un premier appel à bénévoles donc, pour participer
dans le cadre de ce recensement, voilà, à faire le tour des colonies. Oui, vas-y. Alors, donc il y a un protocole qui est défini assez précisément justement par le cadre national. Il est globalement quand même assez simple. Ça consiste, pour faire vraiment simplifier vraiment, à tout simplement visiter les auronières en contexte de reproduction, donc lors de la période de reproduction, et de compter les nids. Donc ça, c'est quand même vraiment assez simple. Il y a souvent beaucoup plus complexe en termes de protocole et de méthode pour suivre des oiseaux, mais vraiment les hérons, c'est assez simple. Alors ce qui est souvent délicat, c'est de trouver le meilleur point de vue et de disposer d'une optique nécessaire pour voir suffisamment bien. Les colonies sont souvent situées à distance assez lointaine des berges, souvent sur des îlots, et il est souvent nécessaire d'avoir une longue vue pour pouvoir vraiment dénombrer précisément les nids. Voilà. Sur cette diapositive, donc, il y a les deux typologies de colonies qui sont présentées. Voilà, il y en a vraiment il y a deux grands types principaux. Sur la gauche, donc, on voit une colonie de hérons cendrés. Cette espèce, elle est, si, cette espèce, elle est souvent en colonie toute seule, donc où il n'y a qu'une espèce. C'est ce qu'on appelle des colonies monospécifiques. Et les colonies monospécifiques donc sont essentiellement concernées par le héron cendré. À droite, on voit un autre exemple de colonie. Là, par contre, c'est une colonie plurispécifique, donc qui est constituée de plusieurs espèces différentes. Ces colonies sont souvent plus denses, situées sur des buissons, des arbustes, et c'est souvent plus délicat de dénombrer précisément les nids dans ce type de colonie, voilà, où les bureaux gris se mélangent avec les hérons garde-bœufs qui se mélangent avec les aigrettes garzettes, et c'est souvent assez délicat. Voilà. Les colonies monospécifiques de hérons cendrés sont souvent assez simples à suivre, parce que déjà d'une part, le héron cendré, c'est vraiment le plus grand ardéidé qu'on ait chez nous, donc il est vraiment grand, il a besoin d'un grand nid. Son grand nid, il le fait souvent très haut dans les arbres. Et troisième paramètre qui fait que les colonies monospécifiques sont assez simples à suivre, c'est que en fait, les hérons cendrés s'installent souvent très tôt en saison dans les nids. Ils s'installent souvent à partir de fin janvier ou début février. Donc, à une période où en fait, il n'y a pas du tout de feuilles dans les arbres et où en fait, on voit parfaitement les nids de manière très dégagée. Donc, les colonies monospécifiques de hérons cendrés sont souvent assez simples à suivre. Ce tableau présente les différentes dates de passage théoriques selon justement le type de colonie. Pour le héron cendré, donc vu qu'il commence à nicher assez tôt, les meilleures dates pour suivre les colonies, donc c'est de réaliser un premier passage soit fin février, soit début mars, souvent juste avant que les feuilles sortent des bourgeons. Et un second passage, donc plus tard, au cours du mois de mai, qui permet de contacter les jeunes dans les nids. Et voilà. Pour ce qui est des autres espèces qui nichent vraiment dans la plupart du temps tout ensemble sur des colonies plurispécifiques, et là, vu que c'est souvent plus compliqué de dénombrer précisément, donc en termes de passage, ce qui est attendu, c'est plutôt au moins 3 passages pour être vraiment satisfaisant en termes de comptage. Donc avec un premier passage vers la mi-avril, un second passage vers la mi-mai et un dernier passage vers le milieu du mois de juin pour voir vraiment, et encore une fois, les jeunes dans les nids et puis constater si la reproduction, ou du moins la réussite de la reproduction a été
assez bonne. Voilà. Mathieu. Donc, je l'ai dit un petit peu sur les diapositives précédentes. Donc, ce qui est vraiment l'élément qui est suivi, c'est le nombre de nids dans chaque colonie qui est occupé. Pour chaque espèce, donc on va dénombrer précisément le nombre de nids qui est occupé. Certaines années, il y a des nids qui ne seront pas utilisés, qui sont voilà, d'autres nids qui seront construits. Donc, c'est vraiment le nombre de nids occupés. Pour ça, on va regarder si tout simplement il y a des adultes dans les nids, voilà, ou s'il y a des jeunes dans les nids. Mais aussi, on va chercher des traces de présence, donc des fientes ou des coquilles d'œufs cassées. Voilà. Diapo suivante. Et donc, la base de données est l'endroit où on a décidé de compiler un petit peu toutes nos observations. Donc, c'est la base de données qui s'appelle GeoNat Occitanie, voilà, dans lequel on peut renseigner précisément justement le nombre de nids occupés, et éventuellement d'autres paramètres comme le nombre d'adultes qu'on a observé, le nombre de juvéniles, et tout autre élément voilà, qui paraît intéressant à reporter dans la case commentaire, comme par exemple, je ne sais pas moi, un dérangement constaté ou n'importe quoi. Un autre truc qui est aussi très important de noter sur une donnée qui concerne donc une reproduction pour un oiseau, c'est de renseigner ce qu'on appelle le code Atlas. Le code Atlas, donc c'est quelque chose qui est uniforme au niveau européen. C'est une manière d'identifier et de quantifier la reproduction chez les espèces. Donc, voilà. Selon le comportement qu'on va observer, on va indiquer un code Atlas plus ou moins fort en lien avec l'indice de reproduction qui est plus ou moins certain. Voilà. Donc ça, c'est souvent un paramètre très important à noter. C'est valable pour tous les oiseaux, hein. Dès qu'on observe un oiseau en contexte reproducteur, avec un comportement qui atteste d'une reproduction, eh ben, il faut renseigner donc ce code Atlas. Ils sont tous assez explicites. Et voilà. Mathieu, c'est lui qui a la main pour les diapos. Ah oui, et la dernière méthode, donc, qui est une méthode qui a été utilisée pour la première fois cette année chez nous. C'est quelque chose qui a été fait aussi dans d'autres régions, hein, on n'est pas les premiers à l'avoir fait. C'est d'utiliser donc des drones pour survoler les colonies et faire des photos plus précisément. En fait, avec les points de vue vraiment aériennes et rapprochés des colonies, eh ben, on s'aperçoit qu'on voit bien mieux la colonie que très souvent quand on reste sur la berge assez loin. Voilà. De plus, on a souvent chez nous des colonies qui sont installées sur des îlots. Et c'est assez souvent que sur les gravières, on n'a accès qu'à un côté de la berge. Et finalement, on ne voit qu'un côté de l'îlot. Et l'autre côté de l'îlot, on ne le voit pas bien. Et voilà, c'est souvent du coup des colonies où on a du mal à estimer précisément le nombre de nids. Et voilà, la technologie drone, du coup, elle a été utilisée pour la première fois cette année. Je vois qu'il y a une première question à ce sujet. C'est évidemment la première question qui arrive dès qu'on parle de drone, c'est est-ce qu'il y a du dérangement, évidemment. C'est évidemment une question qu'on s'est posée. Alors, on l'a constaté, nous, voilà, on l'avait lu également pas mal de fois avant. En fait, les hérons tolèrent vraiment très très bien le drone. Ce n'est pas forcément le cas pour tous les oiseaux, mais sur les colonies, il n'y a vraiment eu aucun comportement d'inquiétude marqué du survol du drone. Alors évidemment, on a pris beaucoup de précautions au début. On est resté assez loin, on a approché progressivement, on a vraiment regardé finement la réaction des oiseaux par rapport au drone. Il n'était surtout pas question d'entraîner
un décollage des individus ou déranger la colonie, hein. Ce serait vraiment dramatique. Les hérons, comme la plupart des oiseaux, sont des espèces protégées, donc on ne fait pas ça n'importe comment. Voilà, les colonies sont vraiment des choses qui sont sensibles, hein, au dérangement. Donc oui, on a vraiment fait attention en utilisant ces drones la première fois. Et on a constaté en effet que les hérons tolèrent vraiment bien. Lorsqu'on commence vraiment à s'approcher de vraiment très près, hein, donc de l'ordre de 10-15 mètres, là, on note souvent une première réaction, c'est que les oiseaux commencent à vraiment regarder de manière plus attentive. Donc, on ne va surtout pas plus loin, mais 10-15 mètres, c'est vraiment très, très proche. On a des clichés vraiment suffisamment de bonne qualité à des distances supérieures. Donc voilà, on n'a pas été vraiment plus loin. Et les hérons, vraiment, ont une tolérance, vraiment une bonne tolérance vis-à-vis des drones. Ce n'est pas forcément le cas de tous les oiseaux. On sait que chez les colonies, notamment de sternes ou de mouettes, des oiseaux plus petits, plus craintifs, il peut y avoir des réactions plus marquées des oiseaux vis-à-vis du drone. Mais les hérons, qui sont des espèces assez grosses, les colonies, elles sont souvent très populeuses, avec beaucoup d'individus, beaucoup de bruit. Finalement, le drone, il le tolère vraiment, vraiment bien, quoi. Donc voilà, c'est en ça que cette méthode, elle est aussi intéressante, c'est qu'elle ne perturbe pas trop, a priori, et qu'elle permet voilà, d'avoir d'autres points de vue des colonies. Alors, je vois qu'il y a pas mal de questions dans le chat. Ouais, il y avait deux questions. Il y avait une question sur la date, si les dates nationales et régionales, c'était les mêmes, et aussi sur le nid reconnaissable sans les oiseaux. Sur les dates, donc en effet, il y a des différences, hein, entre les régions. Chez nous, les hérons s'installent quand même plus tôt que dans l'est du pays ou dans le nord. Donc les dates qui sont affichées là sont des dates qui sont valables pour l'Occitanie, donc qui sont vraiment des dates adaptées à l'installation des espèces. Voilà. Et la seconde question, donc c'était… Si on pouvait, par exemple, je pense que c'est la question, c'est est-ce que l'hiver, en allant dans la colonie, on peut différencier les nids sans les oiseaux présents Ouais, j'ai sur bien site? compris. Non, c'est quand même vraiment délicat. Le héron garde-bœuf, l'aigrette garzette et le bureau gris, donc c'est des ardéidés de gabarit à peu près similaires qui font des nids quand même assez proches. Les nids des hérons aussi sont souvent vraiment des petits tas de branches. C'est quelque chose de pas très bien fait. C'est pas des structures très costauds comme chez les rapaces ou chez beaucoup d'autres espèces. C'est vraiment un petit tas de brindilles. Donc souvent, les branches tombent très vite. Donc au bout de quelques mois, les nids sont souvent aussi dégradés rapidement. Non, c'est un petit peu compliqué. Il n'y a vraiment que les nids de hérons cendrés qui sont franchement plus grands, où là, on peut en effet dénombrer précisément les nids de hérons cendrés parce qu'ils sont plus grands, quoi. Mais un nid de héron cendré qui n'est pas occupé pendant 1 ou 2 ans, c'est pareil, il va perdre beaucoup de branches et il va être à peine visible aussi et pourra être pris pour un nid d'une autre espèce quelques années plus tard. Donc, il faut être aussi assez prudent avec ce genre de méthode. On n'a pas utilisé ça, voilà, parce que chez certaines colonies, donc on a pu le constater aussi, certaines années, il y a beaucoup de nids vides, alors qu'ils ne sont pas utilisés, mais pourtant, il y a bien des nids en place. Donc, si on compte que les nids, on peut aussi ne pas constater précisément le nombre de nids qui est occupé, quoi, qui est quand même vraiment l'information qu'on cherche. Alors, j'espère que ça a bien répondu aux questions. Normalement, oui. Si on reprend le diapo, alors pour un contexte géographique, pour ceux qui sont peut-être pas d'Occitanie, d'Haute-Garonne, des Hautes-Pyrénées, voilà, l'Occitanie avec 11 départements et nous, du coup, on était référents pour 2 départements.
donc la Haute-Garonne et les Hautes-Pyrénées. Donc, sur ces deux départements, il y a 36 colonies de RDID qui sont du coup connues historiquement. Donc, on les voit réparties sur la carte sur la gauche. Donc, parmi ces 36 colonies, il y en a 28 qui ont été suivies donc, en 2020 et ou en 2021, et 8 qui sont considérées comme disparues, donc les étoiles rouges sur la carte. Donc, considérées comme disparues, bah, c'est deux cas de figure. Donc, c'est soit on a des données vérifiées et effectivement, quand on a fait les passages sur site en 2020 et 2021 ou même plus tôt, eh ben, il n'y a plus de nids, il n'y a plus de hérons sur site. Ou dans plusieurs cas, c'est sûrement des données non vérifiées. Donc, des personnes ont saisi des données de hérons nicheurs sur site avec un code Atlas. Et c'est des données qui n'ont jamais pu être vérifiées. Et donc, c'est sûrement des erreurs de saisie. Donc, si on se concentre sur les Hautes-Pyrénées, il y a 11 colonies suivies et 5 qui sont considérées comme disparues. Et en Haute-Garonne, 17 colonies suivies et 3 considérées comme disparues. Si on zoome sur les Hautes-Pyrénées, on voit bien qu'il y a 3 types de milieux vraiment où on retrouve les colonies d'ardéidés, où là, on retrouve quand même 55% de ces colonies en ripisylve. Et on a comptabilisé uniquement 2 colonies plurispécifiques. Donc, sur ce département, la plupart des colonies sont des colonies monospécifiques de hérons cendrés. Ensuite, il faut savoir que sur ce département, sur les colonies, il y en a moins de 50% qui sont sur zone réglementée. Donc, ça peut être des zones liées à Natura 2000 ou des zones liées à des arrêtés de protection, donc biotope, par exemple. Et sur la Haute-Garonne, donc on voit bien la différence avec les Hautes-Pyrénées, c'est qu'il n'y a que 18% des colonies qu'on a retrouvées sur ripisylve et 53% des colonies du département se retrouvent au niveau de gravières. Donc, comme l'a dit Ghislain, souvent c'est des îlots au milieu d'une gravière. Et par contre, il y a 10 colonies plurispécifiques sur le département, donc bien plus que sur les Hautes-Pyrénées. Et par contre, comme les Hautes-Pyrénées, il y a moins de 50% des sites qui sont sur zone réglementée. Donc, Ghislain, maintenant, va vous présenter les résultats plus en détail. Donc, d'un point de vue résultat, d'un point de vue numérique, donc, on s'est reposé sur des comptages précédents et des synthèses qui avaient aussi été réalisées par Nature en Occitanie au cours des années 2007 et 2016. À l'époque, c'était donc Sylvain Frémaux et Jean Joachim qui avaient réalisé ces compilations d'informations. Le travail est encore en cours pour la partie Haute-Pyrénées, voilà, où on est encore en train de synthétiser et recueillir des dénombrements. Donc, ça sera sans doute fait dans un second temps pour ce département, tout comme pour celui du Tarn-et-Garonne. Pour la partie Haute-Pyrénées, donc il y a quand même un petit peu moins d'informations que pour la Haute-Garonne. Mais en termes de comparaison, donc on peut utiliser donc, un bilan qui avait été réalisé en 2018 par Mathieu Hort pour le groupe ornithologique gersois. Voilà, où il avait fait une petite compilation de toutes les informations sur le couloir de l'Adour. Voilà. Donc, ce premier tableau présente donc les effectifs qui ont été comptabilisés sur ces 3 périodes sur 8 sites témoins, donc 8 sites qui sont suivis de manière assez régulière voilà, sur ces 3 années. Donc voilà les résultats en termes de tendance. Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, c'est que l'aigrette garzette et le héron pourpré
présentent des déclins qui sont assez marqués. Voilà. Donc ça, c'était quelque chose qui avait été pressenti, hein. Ces deux espèces qui sont vraisemblablement en déclin assez marqué chez nous, de manière assez régulière depuis, voilà, depuis 15 ans de suivi. Pour les autres espèces, c'est plus contrasté. Voilà, on voit des variations assez importantes. Si on regarde le court terme, donc 5 ans, ou si on regarde le plus long terme sur 14 ans. Je veux bien que tu passes à la suivante, Mathieu. Non, on parle bien donc de nids occupés, de nombre de couples. C'est ça qui est présenté dans ce tableau. Voilà. Donc ce tableau, il prend en compte tous donc les sites qui ont été suivis sur la Haute-Garonne. Donc on peut voir qu'en 2020-2021, il y a eu bien plus de colonies suivies que lors des années précédentes. Malgré ça, on note quand même toujours un déclin, donc un nombre de couples, un nombre de nids occupés chez les grès de Garzette et chez les hérons pourprés qui est vraiment en forte diminution. Voilà. Par contre, chez les autres espèces, donc on voit encore une fois des situations qui sont plus contrastées. Chez le bureau gris, donc un déclin qui était assez marqué qui semble assez marqué sur le long terme, voilà, avec un effectif important de plus de quasiment 250 en 2007. Mais aujourd'hui, voilà, 101 couples d'inventoriés, donc c'est quand même beaucoup plus que ce qui avait été constaté et contacté en 2016. Chez le héron cendré et le héron garde-bœuf, on a une tendance qui est plus linéaire, qui est plutôt positive, avec plutôt a priori une dynamique favorable. Alors ces résultats sont quand même vraiment à prendre avec précaution. Il y a pas mal de biais qui peuvent un petit peu brouiller cette lecture et qui complexifient l'analyse. C'est que déjà, dans un premier temps, on peut voir que en fait, le nombre de colonies est bien supérieur ces dernières années. Le nombre de colonies suivies est bien supérieur aux années précédentes. Et que, en fait, c'est des espèces qui sont très mobiles et d'une année sur l'autre vont fréquenter pas forcément les mêmes colonies. Toutes les colonies sont relativement en lien, donc s'échangent des individus. Et donc, si on ne regarde qu'à l'échelle d'une colonie, des fois, on peut se tromper parce que justement, une année, il va y avoir un report sur une colonie qui est proche ou qui peut être assez loin. Donc, il faut vraiment avoir un regard global. Mais voilà, la difficulté, c'est que du coup, le nombre de colonies connues est aujourd'hui beaucoup plus important que lors des années précédentes. Donc, ce n'est pas toujours facile voilà, de sortir le vrai du faux de tous ces effectifs. Voilà. Ce qu'on a aussi pu constater, c'est qu'au cours de 2 années, on peut avoir des effectifs qui varient de manière assez importante pour une même espèce au sein d'une colonie. Sans doute en lien justement avec ces échanges d'individus, ces reports sur différentes colonies. Voilà, donc c'est pas toujours vraiment simple de décrypter ces tendances. Il y a un autre biais important aussi qui intervient justement dans l'analyse de ces données, c'est lié au changement d'observateur. On a aussi pu le constater que sur des mêmes colonies où il y a différents observateurs à passer au cours d'une même année, on peut avoir des effectifs qui sont dénombrés, qui sont très différents. Donc voilà, selon l'assiduité des observateurs, selon le fait qu'ils cherchent à avoir vraiment les meilleurs points de vue sur les colonies,
on peut avoir des effectifs et une sous-estimation très importante des colonies. Donc, c'est souvent justement pas si facile. Voilà. Non, chez nous, il n'y a pas de programme de bagage, donc de pose de bagues sur les oiseaux ou de pose de balises pour suivre les trajets, etc. Il n'y a pas de programme de ce genre dans notre région. Enfin, à l'échelle de l'Occitanie, peut-être que du côté du Languedoc-Roussillon, il y a des choses de ce type, mais je ne suis pas au courant. Sur la colonie du Scamandre dans le Gard, sur des colonies de Camargue, il y a des opérations de bagage qui sont réalisées sur des colonies d'ardéidés, où on retrouve en plus, sur ces zones-là, on va retrouver également de l'ibis falcinelle et de la spatule blanche qui vont se mélanger aux hérons dans les colonies, donc on va avoir encore plus d'espèces. Ailleurs en France, donc il y a aussi sur le lac de Grandlieu, un petit peu au sud de Nantes, où il y a des opérations de bagage de hérons, voilà, où les jeunes sont bagués au nid. Mais chez nous, donc sur le couloir garonnais et sur la Dour, il n'y a pas de programme spécifique de suivi des hérons. Alors, assez fréquemment, il y a bon, c'est tout simplement lié au programme de bagage. Les bagueurs, c'est très souvent des personnes qui font ça sur du temps personnel, hein. Donc, c'est à l'initiative des bagueurs. Et voilà, il n'y a pas forcément de bagueurs motivés ni à lancer un programme de ce type chez nous. Voilà pourquoi il n'y a pas de bagage sur nos héros. Il y a on voit assez fréquemment quand même, quand on fait attention à l'automne ou à l'hiver, des oiseaux qui sont bagués, notamment chez la grande aigrette, où il y a beaucoup d'oiseaux qui sont bagués et qui proviennent d'Europe centrale. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder, à scruter les pattes des oiseaux. Des fois, on peut lire des bagues et ça permet justement de retrouver d'où vient cet oiseau, voir son histoire de vie, voilà, quel âge il a, quel déplacement il a effectué. Voilà pour l'interlude bagage. Donc voilà, des résultats qui sont assez contrastés, pas toujours évidents à mettre en avant, mais ce qu'il faut retenir, c'est quand même qu'on constate un déclin assez marqué chez les grès de Garzette et le héron pourpré. Et limiter les biais observateurs dans un sens, mais ça crée aussi un autre biais, c'est que le comptage sur photo est également assez compliqué. Et du coup, il y a quand même un biais observateur qui peut être présent sur le comptage sur photo, notamment sur des différences entre héron garde-bœuf et grès de Garzette. C'est pas toujours évident sur photo en drone ou même sur photo au sol. Donc, ça peut emmener d'autres biais, mais ça amène une exhaustivité quand même plus intéressante et plus importante sur le comptage des colonies, de les suivre en drone. Donc, ça peut être généralisé, même si tous les sites ne s'y prêtent pas pour le comptage en drone, suivant leur localisation. Il faut aussi avoir des droits et on ne peut pas survoler en drone partout en France. Donc, il y a aussi cette limite-là. Donc, j'espère que j'ai répondu à la question et au suivi par drone. Donc, Ghislain ne revient pas. si je suis revenu, C'est bon? Okay. Bonjour, enfin, désolé, il y a eu un problème de connexion, les joies de la visio. Hein, des fois, ça rate. Désolé, donc je ne sais pas trop ce que vous avez raté, mais je vois J'ai que... juste répondu, il y avait une question liée à la généralisation des comptages drone pour limiter le biais observateur. Ben, oui, c'est une remarque très pertinente. C'est d'ailleurs un constat, hein, c'est une méthode qui est vraiment intéressante. Après, c'est quand même chronophage. J'imagine que tu l'as dit, Mathieu. Et, Oui, j'ai parlé du ouais. biais aussi de comptage sur photo. Il peut quand même y avoir un léger biais observateur et ce n'est pas toujours évident aussi de différencier garde-bœuf, garzette, ce que j'expliquais. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais.
Oui, en effet, pour les grès de Garzette et le garde-bœuf, c'est vraiment compliqué. Le bioobservateur, il est quand même moins important que sur du comptage direct. Donc, euh, donc je dirais que c'est moins, sans doute moins important, voilà, sur du comptage photo. Mais c'est une méthode qui est ouais, chronophage, mais qui est vraiment une plus-value sur les colonies complexes, hein, pour lesquelles il y a beaucoup de nids et la visibilité est mauvaise. Voilà, là, le drone, c'est vraiment une plus-value marquée, quoi. Voilà. Donc, euh, donc non, on ne pourra pas le faire partout, mais sur les colonies complexes pour lesquelles on peut avoir des autorisations, oui, c'est une super méthode de comptage. Et pour finir, donc, à cette partie résultats et tendances d'espèces, si on regarde donc à une autre échelle que chez nous, à plus large échelle, voilà un tableau qui synthétise un peu les tendances selon différentes zones, différents pays ouest européens. Donc la première colonne, celle qui concerne la France, c'est le programme Viginature. Elle est mise de manière indicative. Le protocole de suivi qui est mis en place dans le cadre de Viginature, il n'est pas spécialement adapté au suivi des hérons, notamment au suivi des hérons nicheurs. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose de très, très fiable pour analyser les tendances. Par contre, les autres, notamment donc, sur la deuxième colonne, en France, l'enquête des ardéidés, donc l'enquête précédente à celle actuelle de 2014, le constat était que chez les 5 espèces qui sont présentes chez nous, on avait globalement une stabilité dans la dynamique des espèces avec soit vraiment une stabilité très très marquée, soit une légère diminution ou une légère augmentation selon les espèces. La seule espèce qui était vraiment en augmentation de manière marquée en 2014, c'était la grande aigrette. Voilà. Mais un oiseau qui ne niche pas encore chez nous, malgré qu'il y ait des estivants chaque année. On note pas de reproduction encore dans nos colonies chez cette espèce. Peut-être qu'elle verra quand même, elle finira par s'installer chez nous, mais pour l'instant, voilà, c'est pas trop le cas. Ce qu'il faut retenir donc de ces quelques lignes de ce tableau récapitulatif, c'est que globalement, peu importe où on regarde, la plupart des espèces semblent être stables ou soit en très légère augmentation ou en très légère diminution, mais c'est relativement proche de la stabilité à chaque fois, hormis donc lorsqu'on regarde plus précisément les marges des aires de répartition des espèces. Je vous ai mis l'exemple de deux régions, donc la Suisse et la Grande-Bretagne, pour lesquelles il y a quand même une information qui est assez précise. Et bien, sur ces marges d'aires de répartition pour beaucoup d'espèces, on note des installations, voire des très fortes augmentations. Donc en fait, aujourd'hui, dans l'aire de répartition de ces espèces, on a sans doute grosso modo à large échelle une stabilité, mais on va avoir une colonisation sur des nouvelles zones périphériques, donc comme la Suisse et la Grande-Bretagne, avec comme par exemple chez les grès de Garzette, une très forte augmentation en Grande-Bretagne au cours des 20 dernières années. L'espèce s'est installée et aujourd'hui elle est vraiment très très abondante. Alors cette dynamique très positive, a priori, elle serait à mettre en lien avec, sans trop de surprise, le changement climatique et notamment les hivers qui sont de plus en plus doux. Et chez les grès de Garzette, chez le héron garde-bœuf notamment, c'est bien connu, chez le bureau gris aussi. Lorsque les hivers sont rigoureux et assez forts, il y a vraiment une forte mortalité dans les populations. Donc aujourd'hui, sans doute que les hivers sont plus suffisamment rigoureux dans ces zones-là
pour être plus très défavorable à ces espèces. Voilà. Là, pour la suite, on a décidé de vous montrer zoom sur certains sites. Donc, pour commencer, sur l'Eyrac-sur-Tarn. Donc, c'est un site qui est classé en espace naturel sensible avec le conseil départemental de la Haute-Garonne et la communauté de communes Val d'Aïgo. Donc, c'est une colonie qui est séparée en 2 îlots sur Gravière et colonie plurispécifique. Donc, sur cette colonie, cette année, on a pu compter. Donc, déjà sur la photo, on voit bien les différents étages. Tous les points blancs, c'est du héron garde-bœuf surtout. Et on voit aussi tout en haut d'un arbre un nid de héron cendré. Donc, sur cette colonie, il y avait 13 nids de hérons cendrés, 17 nids de bioraux gris, 3 nids d'aigrettes garzettes et plus de 300 nids de hérons garde-bœuf répartis sur les 2 îlots. Donc, ce comptage en drone a permis d'avoir une plus grande exhaustivité sur site, surtout pour le héron garde-bœuf, où on voit sur les 3 dernières années vraiment qu'on a eu bien plus de nids comptés en 2021 comparé aux 2 années précédentes qui sont liées au comptage, liées au plan de gestion sur le site dont Nature en Occitanie a la charge. Donc, on voit bien qu'il y a des fluctuations, des petites fluctuations pour les grès de garzette ou pour le bioraux gris, que le héron cendré, les chiffres sont assez stables. Et du coup, cette colonie représente la colonie la plus importante de hérons garde-bœuf pour le département de la Haute-Garonne, donc ce n'est pas négligeable. Un deuxième site compté en drone, où il y a le comptage sur photo de drone, donc c'est le petit lac de Paissy. Donc, c'est un îlot également sur Gravière, colonie plurispécifique. Donc, il y a une grosse problématique sur ce site, c'est que c'est un lac de pêche très fréquenté. Donc, on se retrouve avec des problématiques liées au fil de pêche, aux hameçons qui se retrouvent coincés dans les arbres sur l'îlot et du coup des cas de mortalité d'individus d'ardéidés. Sur ce site, cette année, on a pu compter grâce aux photos drone 10 nids de bioraux gris, 6 nids d'aigrettes garzettes et 265 nids de hérons garde-bœuf. Donc, on voit assez bien la répartition des nids de hérons garde-bœuf pour la plupart de loin. Et il y a une troisième photo. Et, sur cette photo, on devine des bioraux gris avec le dos assez sombre comparé au héron garde-bœuf. Donc là, le zoom est un peu lointain pour réussir à identifier les aigrettes garzette, les différencier au héron garde-bœuf. Mais on voit bien déjà que sur ce site, les effectifs d'aigrettes garzette sur les 5 dernières années, ils ont chuté. On est passé de 12 en 2016 à un couple en 2021, malgré le comptage en drone, que les hérons cendrés ont totalement disparu sur ce site. Et les bioraux gris et hérons garde-bœuf sont assez stables au niveau des effectifs sur les 5 dernières années. Mais il faut savoir que sur ce site, sur les données historiques, et en 2007, il y avait plus de 500 couples de hérons garde-bœuf qui étaient notés sur cet îlot. Donc, on voit quand même qu'en 15 ans, il y a quand même une diminution assez impressionnante du nombre d'effectifs de hérons garde-bœuf sur ce site. Un dernier site, lui, situé dans le 65, comparé aux 2 autres qui étaient situés en Haute-Garonne. Donc, ce site, c'est un site en ripisylve situé au sud de Tarbes, sur la commune d'Ibos. Donc, c'est une colonie plurispécifique. Donc, cette colonie, on vous la présente aussi. Cette colonie, il y a eu un comptage au sol, en fait, à l'intérieur de la colonie. Donc, ce comptage a été fait pour limiter un maximum. Ce comptage a été fait à l'intérieur de la colonie au sol parce que c'était très difficile d'observer de l'extérieur et de pouvoir compter vraiment d'une manière assez précise les nids et différencier les différentes espèces. Donc, pour limiter le plus d'impact possible, il y a eu le comptage a dû se faire assez tardivement
Et du coup, c'est quand même assez compliqué de pouvoir déjà identifier les hérons cendrés qui sont souvent plus sur site. Et en plus de ça, d'être à l'intérieur de la colonie, c'est pas toujours évident non plus, vu du dessous, de se repérer dans la colonie, de bien faire la différence entre les nids de biorogris, des grès de garzette, de hérons garde-bœufs. Donc là, les chiffres qu'on vous affiche, c'est vraiment une sous-estimation. Et c'est vraiment, même si on voit bien qu'en comptant à l'intérieur de la colonie, on a des résultats plus importants et des chiffres, une meilleure exhaustivité que éloigné, par exemple, comme ça a été fait en 2018. Mais ce site-là, vraiment un site où le comptage drone serait vraiment pertinent pour vraiment avoir un bon état des lieux de la présence des espèces et du nombre de chaque couple sur ce site. Alors, quelles sont les perspectives donc de cette enquête et de ce recensement? Donc, la première, c'est la réalisation d'une synthèse globale, hein, qui est en cours. Voilà, on vous présente. Oui, oui, Cathy, Sydney de Garzette, a priori occupée. Pardon pour l'aparté. Donc, la première chose, oui, ça va être la réalisation d'une synthèse globale de toutes ces informations qui ont été recueillies sur les différents départements. Voilà. La seconde, donc, en termes de perspective, ça serait, voilà, dans le meilleur des mondes, ça serait d'améliorer dans la qualité du suivi dans le futur. Donc, ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est qu'on a quand même beaucoup d'années entre les différents recensements et que du coup, l'interprétation n'est pas toujours évidente, voilà, pour être plus sûr des tendances des espèces. La réalisation d'au moins un dénombrement complet, au moins pour les grandes colonies, tous les 2 ans, ça apporterait quand même vraiment de la précision aux observations et aux tendances. Et donc, la dernière perspective principale suite à cette enquête et ce suivi, c'est que maintenant qu'on a fait un état des lieux et qu'on a une connaissance satisfaisante concernant tous ces sites de reproduction de hérons, l'objectif, c'est de passer à une étape de conservation, hein, et de prendre contact avec les gestionnaires et les propriétaires, notamment des sites qui sont concernés par des colonies et pour lesquels actuellement il n'y a pas de statut de protection. Donc des sites qui sont hors Natura 2000, hors arrêté de protection de biotope, etc. Voilà. Et de faire en sorte que justement ces sites soient protégés, qu'ils soient classés par exemple au sein des espaces naturels sensibles, des sites du département, ou des APPB, ou mettre en place des conventionnements divers, mais en tout cas, être certain que ces sites-là ne soient pas dégradés justement par l'homme. Voilà. Les hérons et les colonies de hérons sont quand même vraiment sensibles au dérangement. Et il n'y en a pas partout, hein. Même si on voit des hérons un peu partout au cours de l'été, c'est pas parce qu'on voit un héron qu'il y a une colonie de reproduction à cet endroit-là. Voilà. Les hérons parcourent des très grandes distances pour s'alimenter. Voilà, ils font souvent même plusieurs kilomètres par rapport à leur colonie. Mais les colonies sont vraiment quelque chose de très spécifique, ponctuel. Et vous avez pu le voir au travers de cette présentation. Elles ne sont pas si nombreuses que ça en Occitanie, en tout cas en Haute-Garonne et dans les Hautes-Pyrénées. Pour finir, du coup, un grand merci déjà à vous tous de nous avoir écoutés et d'avoir participé à cette visio. Et puis, un grand merci à tous les participants aux différents suivis, à tous les bénévoles, à tous ceux qui ont transmis leurs données via la base de données GeoNature Occitanie. Donc là, il y a une liste de noms, pas exhaustif, on oublie sûrement des noms, on a essayé de noter un maximum. Mais en tout cas, merci beaucoup à tous.
Donc, je vois qu'il y a des questions liées au contact proprio gestionnaire projet financement salarié. Je ne sais pas si tu as la réponse. Non, je ne sais pas trop ce que tu entends Ouais. par là, Cathy. Gestionnaire projet de financement salarié. Alors, j'attends. Oui, je voulais savoir en fait s'il y avait, ce que tu dis, la prochaine étape, ça serait de contacter les propriétaires, les gestionnaires. Est-ce que c'est quelque chose qui peut rentrer dans un projet de Néo avec un financement ou ça serait plutôt sur du temps bénévole et du coup sur quelle méthode voilà. Alors, ce n'est pas défini encore précisément, mais on aimerait quand même que ça se fasse sur du temps salarié. C'est quand même quelque chose d'important, pas forcément quelque chose qui est toujours très sympa à faire pour des bénévoles. On vous utilise déjà beaucoup, on vous soumet à rude épreuve. Voilà. Mais non, l'idée, ça serait plutôt d'intégrer ça dans le cadre d'un programme, notamment d'accompagnement des acteurs. Voilà. Et puis aussi d'un programme plus large sur la Garonne de protection de sites, voilà, de protection de sites de zones humides. Oui, tout à fait, hein. L'idée, c'est vraiment de contacter les propriétaires, les municipalités, éventuellement les communautés de communes localement pour justement essayer que lors des révisions PLU SCOT, ces sites soient bien intégrés en tant qu'espace naturel et pas forcément zone constructible ou à d'autres vocations, quoi. Donc oui. Ça fait partie des perspectives parce que le constat justement qu'on a fait avec Mathieu, c'est qu'il y a beaucoup de sites quand même qui sont absolument pas protégés actuellement, quoi, et qui sont de fait vraiment vulnérables. Il y a aujourd'hui beaucoup de menaces, hein. L'une des dernières, c'est l'explosion justement des parcs photovoltaïques flottants. Voilà. Donc aujourd'hui, s'il n'y a pas de statut réglementé, on va dire, sur un site, aujourd'hui, même si les hérons sont des espèces protégées, il pourrait très bien y avoir quelque chose qui serait dérangeant pour la colonie et qui entraînerait justement la disparition des hérons nicheurs, quoi. Donc, Surtout comme on voit en Haute-Garonne, beaucoup sont situés sur des gravières, sur du coup sites privés, et du coup c'est vraiment important de se renseigner, de prendre contact avec les propriétaires et les entreprises ou quoi qui sont sur site, quoi. Alors, Yann Brochek. Donc oui, il y a des comptages qui sont réalisés dans un petit peu tous les départements, hein. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est une enquête nationale. Et donc, Nature en Occitanie, on est coordinateur, donc on était en charge des dénombrements pour les Hautes-Pyrénées et la Haute-Garonne. Pour l'Ariège, donc c'est l'association des naturalistes ariégeois qui a coordonné les dénombrements. Pour le Tarn-et-Garonne, voilà, même si on a réalisé pas mal de comptages, il y avait aussi la SSNTG qui était sur cette enquête nationale. Voilà, donc chaque département a un petit peu ses associations. Elles n'ont pas forcément peut-être toutes joué le jeu de la même manière dans le dénombrement. Mais aujourd'hui, globalement, un peu partout, il y a quand même un bon réseau d'observateurs et de bénévoles. Voilà, la saisie des observations est assez régulière dans beaucoup d'endroits. Donc, je pense que le recueil d'informations au niveau national sera sans précédent et sera vraiment plus exhaustif encore que lors des enquêtes précédentes.
Eh ben, merci Colline Etienne pour votre contact. Normalement, on a répondu à toutes les questions. Je ne sais pas s'il y en a encore qui... Donc cette enquête, elle, bon, je crois que ça a été précisé, mais je vais réappuyer. Elle concerne vraiment les espèces coloniales, donc les espèces qu'on a présentées en priorité. Le blongios nain, c'est un petit héron. Donc le blongios nain, et le butor étoilé, donc c'est des hérons qui ne nichent pas en colonie, voilà. Donc qui ne font pas partie de cette enquête. Le blongios nain est présent chez nous, mais uniquement en migration. Voilà, c'était un héron qui nichait encore dans les départements de l'ex-Midi-Pyrénées il y a 20 ans. Et les derniers couples avec des comportements de reproduction datent vraiment d'assez longtemps, hein, maintenant. Ça fait plus de 10 ou 15 ans, je pense, qu'il n'y a pas eu de constat d'indices de nidification chez cette espèce. Le butor étoilé n'a jamais vraiment été présent en Midi-Pyrénées parce que c'est une espèce qui recherche des très grandes roselières. Donc, on ne va pas le retrouver chez nous parce qu'il n'a tout simplement pas trop ce genre d'habitat. C'est un oiseau très rare à l'échelle du pays, hein, le butor étoilé. Et le butor étoilé, donc les populations reproductrices les plus proches, on va les retrouver dans les très grandes roselières du Languedoc-Roussillon, notamment les grandes roselières qu'il y a dans l'Aude, l'Hérault, et puis toute la partie Gard, Camargue, voilà, où là, il y a des immenses roselières où il y a du butor. Et donc, oui, pour répondre à Marie-Pierre, les ardéidés, c'est la famille des hérons. C'est celle qui va regrouper donc les hérons, aigrettes, bureaux, butors, blanchios. Voilà. Je te laisse répondre aux questions suivantes, Mathieu. Alors, particulier, non, c'était surtout, en tout cas, Haute-Garonne et Haute-Pyrénées, c'était surtout, je sais pas, oui, mon micro actif, c'était surtout au contact, donc comme Ghislain l'a dit, il y a eu un appel à bénévoles au niveau du groupe ornithologique, donc c'est surtout les inscrits sur le groupe ornithologique de Nature en Occitanie qui ont participé. Après, nous, on a essayé de rassembler aussi toute information disponible donc sur les différentes bases de données, en particulier sur GeoNature Occitanie. Donc, on a pu aussi récupérer des données saisies par des adhérents, même qui ne participent pas au groupe ornithologique, mais qui ont saisi quand même leurs données sur GeoNature Occitanie. Alors, une formation spécifique pour préparer au comptage. Alors, formation spécifique, non. Mais après, par contre, s'il y a des personnes novices, donc c'est pas toujours évident de reconnaître les différentes espèces. Donc, il peut y avoir, comme c'est fait beaucoup au niveau du groupe ornithologique, les personnes novices ou débutantes en ornithologie de manière générale peuvent accompagner des bénévoles plus spécialistes et qui ont plus d'expérience dans ce type de comptage et ce type d'identification des espèces. Alors, quels sont groupes? Alors, sur le site de Nature en Occitanie, normalement, vous pouvez trouver tout l'accès à tous les groupes. Pour rejoindre les activités des différents groupes, il y a soit venir participer à une des réunions du groupe. Donc, il y a le calendrier des réunions qui est sur le site de Nature en Occitanie. Et je crois bien qu'il y a les mails aussi des différents groupes, donc, qui est accessible, ou via l'adresse de contact. Ghislain, si tu as des précisions à donner, n'hésite pas.
Oui, alors c'est ce que tu as dit, hein. N'hésitez pas à contacter le groupe Ornitho, à venir aux réunions. Donc voilà, les réunions, avant, elles étaient mensuelles. Maintenant, donc, il y en a une tous les 3 mois. La prochaine est programmée pour début février. Voilà, donc autour de ce groupe Ornitho, il y a des sorties Ornitho, hein, qui sont proposées de temps en temps. C'est un peu la meilleure des manières d'apprendre, hein, c'est de pratiquer avec d'autres personnes. Et donc les activités du groupe en ce moment, donc il y a eu une réunion là il y a une semaine, la réunion trimestrielle du groupe Ornitho, qui a lieu donc au bureau à Nature en Occitanie, enfin à la Maison de l'Environnement, dans le centre de Toulouse. Alors par contre, au sujet de l'adresse mail, en ce moment il y a quelques difficultés à ce niveau, donc peut-être que vous nous avez contacté sur l'adresse mail du groupe. Voilà, il y a un petit peu des problèmes dans les réponses, donc navré. Si certains d'entre vous ont écrit au groupe Ornitho et n'ont pas eu de réponse, voilà, ça devrait être corrigé bientôt, on l'espère. Mais voilà. Ouais, c'est comme a dit Ghislain, le meilleur moyen, c'est de venir à la réunion. Comme ça, il y a les suivis en plus qui sont faits par les bénévoles qui sont présentés. On peut prendre contact directement et il y a toujours une feuille d'émargement avec les mails. Du coup, vous avez le compte-rendu de la réunion et du coup, vous pouvez continuer à participer, vous intégrer dans des suivis et puis être au courant des différentes sorties et de l'association. Donc, oui, il y a eu pas mal de coups de nouvelles héronières. Le compte précis sur les deux, 3 dernières années, je n'ai pas exactement, mais déjà, on voit bien la différence sur les tableaux présentés par Ghislain entre 2016 et 2020-21. Déjà, le nombre de héronières prises en compte n'était pas le même. Parmi ces héronières, il y en avait qui étaient potentiellement connues, mais pas vraiment de suivi était réalisé sur site. Et sur les 2, 3 dernières années, je dirais qu'on a au moins le comptage qui a été réalisé sur au moins 4 ou 5 héronières en plus, quoi. Après, surtout au niveau de retenue d'eau, donc en bord de retenue, dans des boisements. Il y a eu vraiment une colonie très importante qui a été découverte en 2016, je crois, mais elle n'était pas encore hyper importante à cette époque-là. Elle était un peu en cours d'installation. Elle est située à Caser. Et celle-là, aujourd'hui, donc c'est une des plus grandes, hein, qu'on ait sur les départements qu'on suit. Il y a vraiment plusieurs centaines de couples. Et c'est une colonie qui est vraiment toute récente, quoi.